vous voulez, on va commencer cette rencontre avec Patrick Raynal, que je ne vais pas vous présenter quand même. Mais on va parler avec Patrick Raynal de son dernier livre, Une ville en mai, qui est paru à l'Archipel il y a quelques mois, en fait au printemps dernier. Et puis, on accueille également Jérôme Legras pour un roman qui est sorti là juste à la fin de l'été, La Conjuration de Göttingen, également publié à l'Archipel et dont l'éditeur, le co-éditeur est Patrick Raynal. Voilà. Alors, ce sont deux livres qui sont du genre policier en général. Le livre de Patrick Raynal est sous-titré Roman noir. Celui de Jérôme Legras, Thriller. On va en parler. On va peut-être commencer par votre livre, Patrick. Une ville en mai. Alors, cette ville, c'est Nice. En mai, c'est en mai 68. Et c'est à la fois une ville et une période que vous avez bien connue. Vous avez été très actif, en fait, dans ce qu'on a appelé après les événements de mai 68 à Nice. Vous étiez à la fac de lettres et à Nice, le mouvement a été important puisque je crois que c'est une des dernières facs qui a résisté, une des dernières à avoir arrêté le mouvement. La dernière. C'est la dernière fac à avoir repris les cours, avoir repris le travail. Et ça peut paraître surprenant quand on connaît Nice, qui est une ville, enfin qui à l'époque surtout était une ville, une grande ville de retraités. Et où ils se voyaient beaucoup, les retraités, surtout en hiver. Et Nice n'avait pas encore pris toute l'évolution qu'elle a pris par la suite. Elle venait juste de toucher un nouveau maire, si j'ose dire. Jacques Médecin venait juste de prendre ses fonctions. Et quoi qu'on pense de Jacques Médecin, c'est lui qui a succédé à son père. Et c'est lui qui a donné à la ville un élan absolument énorme, qui a fait venir les entreprises, qui a fait bon. Et donc, c'était pas encore ça. Et la fac était toute jeune. Je crois que la fac de Carlone ou la fac de lettres de Carlone avait 2 ans, quelque chose comme ça. Et le mouvement a pris de façon absolument incroyable dans cette ville un peu assoupie, un peu très province à l'époque. Voilà, ça a été évidemment à cause de l'activité qu'on a mis à foutre la pagaille, mais quand même, on a été surpris du résultat. Alors, vous alternez les chapitres, certains sont écrits à la première personne du singulier, il y a un jeu, et puis les autres chapitres sont écrits à la 3e personne du singulier, des il ou des elle. Ce qui est intéressant, je pense que c'est une bonne idée, c'est que le jeu que vous mettez en scène ne vous ressemble pas du tout. C'est-à-dire vous, à l'époque, vous étiez étudiant, militant à la gauche prolétarienne, étudiant en lettres, et là, le jeu, en l'occurrence, c'est un personnage qui est beaucoup plus âgé. C'est un homme qui... Comment ? Réactionnaire. C'est un homme en fait qui est parti en Afrique pendant 10 ans. Il revient. En fait, il a laissé tomber sa femme et sa fille, qui elle justement à l'âge des étudiants et milite. Et en fait, c'est sa femme qui l'a alerté en disant notre fille a disparu. Ça fait 3 mois que je l'ai pas vue. Elle commence à s'inquiéter sérieusement. Et donc en fait, le père revient pour essayer de retrouver sa fille. Ça c'est le jeu. Et puis, les il et elle, c'est des étudiants, et puis des commissaires des RG, en fait. Deux RG, oui. Alors, j'ai entendu, je ne sais plus où, parce que j'ai regardé un peu tout ce qui tournait autour du livre, qu'en fait, ils existaient vraiment... parce que moi, au début, quand vous aviez dit Pancrasie, j'ai cru que c'était un petit clin d'œil à Jean-Noël Pancrasie, ou comme ça. Mais non, ces 2 commissaires DRG ont bel et bien existé. Alors, les 2 commissaires DRG ont bel et bien existé. C'était eux qui étaient chargés de nous surveiller. Et comme, encore une fois, Nice était une petite ville, il n'y avait que 2 flics, donc on les avait immédiatement repérés. Et quand on partait et qu'on était à pied, on disait écoutez, puisqu'on va au même endroit, on ne peut pas monter avec vous, puisque bon, alors, on les chambrait un peu comme ça. Et on était arrivé à devenir, pas copains, mais bon, c'était des gens familiers. Alors il y en avait un qui était Pancrasie, qui était le plus vieux, qui était complètement furieux contre nous, qui nous aurait bien pilé. Et l'autre, Casanova, qui était quand même...
j'ai complètement inventé ce qu'ils pensaient, hein, mais on sentait qu'il aurait pu être peut-être plus près. Mais surtout pour le premier personnage, quand j'ai accepté de faire ce livre, qui est une commande en fait, parce qu'on m'avait commandé un livre historique, un polar historique, et moi alors l'histoire ça m'embête, faire des recherches sur un livre ça m'embête, enfin bref. Et puis j'aime bien le présent, j'aime bien la fiction présente. Et donc j'avais dit, par matière de provocation, d'accord, je veux bien vous faire un livre historique, mais mai 68 et Nice. Ils m'ont dit d'accord. Et je me suis trouvé assez embêté, parce que après coup, je me suis dit, mais comment je vais raconter ça? Je peux pas, à l'âge que j'ai, que je ne vous dirai pas, bien que vous ayez envie de le savoir, je suis sûr, à l'âge que j'ai, je ne vais pas me remettre dans la tête d'un gamin de 22 ans, totalement enthousiaste, complètement fou, déchaîné et tout, alors que je le suis moins, fou et déchaîné. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas inventer un personnage complètement réactionnel, c'est-à-dire qui déteste ce qui se passe à Nice, qui déteste les étudiants, qui déteste la Révolution, mais qui est obligé de s'y intéresser justement parce que sa fille s'est impliquée totalement dans le mouvement et qu'elle a disparu et qui se sent quand même un peu coupable de l'avoir abandonnée, donc il la cherche. Oui, c'est ça. Alors, peut-être on peut commencer par elle, justement. Moi, personnellement, c'est une des choses qui m'a le plus intéressé dans le livre. Et d'ailleurs, c'est une forme aussi de suspense, parce que le puzzle, petit à petit, se reconstruit. Vous faites un très beau portrait, en fait, de cette Sophie, de cette jeune fille sur laquelle au départ on a forcément une idée très floue, dont les parents se font une idée fausse, et on découvre quelqu'un qu'on n'attendait pas. Et finalement, moi j'ai trouvé que c'était le plus intéressant dans le livre. Bah oui, c'est le personnage, c'est le personnage lumineux, c'est-à-dire c'est un personnage qui a 18 ans et qui découvre en même temps son intelligence qui est vive, qui découvre la Révolution, la liberté qu'apportait la période de mai 68, et surtout qui découvre ses sens, c'est-à-dire qui brûle la chandelle par les deux bouts, c'est-à-dire qui découvre non seulement l'amour, mais la sexualité, c'est-à-dire qu'elle est très... et donc qui échappe complètement à sa mère et à son père, qui se demandent un peu ce qu'elle est devenue. Et voilà, mais c'est pour elle que j'ai écrit ce livre, parce que j'ai imaginé mes fils, quoi. C'est un peu Oui. c'est un peu un retour sur voilà. Donc oui, c'est la seule personne qui m'intéresse le plus, aussi parce que les auteurs aiment bien faire ça, les écrivains aiment bien faire ça, parce que c'est un portrait en creux, quoi. C'est un portrait d'une personne qui n'existe plus et qu'on découvre. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est le soleil qui brûle à l'intérieur du livre. Alors parce que pour ce qui concerne 68 que vous remettez en scène, et vous essayez d'en remontrer quand même voilà, l'ambiance, l'esprit, les sons, tout ça. Il y a quelque chose j'ai trouvé d'un peu, pas mélancolique, mais quelque chose d'un peu à distance, et une forme d'ironie en fait. Alors tout à l'heure vous avez dit j'étais fou, et etc. et je le suis plus. Il y a quelque chose il y a un regard qui d'une certaine manière est assez piquant. On est obligé de le faire. Quand on choisit un personnage qui parle à la première personne et qui n'aime pas ni 68 ni les gens qui y sont, bon, il faut bien qu'on trouve qu'on trouve tous les moyens possibles pour ne plus être dans, non pas l'adoration, mais de plus être impliqué. Donc peut-être inconsciemment, j'ai multiplié les choses qui m'auraient énervé ou qui m'énervaient avec le recul. Ils sont un peu arrogants, par exemple, les étudiants. Ils se la jouent on se la joue. Et puis surtout, on était très. Après, on est devenu un peu différent, mais on avait complètement le nez dans ce qu'on faisait. On n'avait aucun recul. On devait sans doute manquer beaucoup d'humour. On avait de l'humour, mais pas sur nous. Voilà. On avait de l'humour sur la société qu'on critiquait. On avait de l'humour sur les affiches qu'on inventait pour se moquer de cette société. Mais je pense que sur nous, il était temps qu'on en ait un peu, quoi.
Alors sur Nice aussi, parce que Nice c'est quand même aussi un personnage important du livre. Et ce qui est intéressant, vous l'avez dit, c'est le moment où Jacques Médecin succède à son père. Et c'est vrai que ça va être très important, le règne entre guillemets de Jacques Médecin sur Nice, qui va beaucoup développer la ville et tout. Mais en même temps, vous montrez quelque chose qui est en train de basculer. La ville va beaucoup se développer, mais on voit arriver aussi disons, des choses un peu mafieuses, pas mal de corruption, etc. Alors, on est passé d'une ville un peu assoupie au bord de la baie des Anges. Nice, il ne faut pas oublier que c'était une station d'hiver, c'est-à-dire que pendant l'été, il n'y avait personne à Nice. Il faisait trop chaud. Les Anglais venaient, mais ils venaient l'hiver, les riches Anglais. Et puis, bon, le tourisme de masse a fait son effet, ça s'est transformé. Et c'est d'abord devenu une ville de retraités. Et puis progressivement, il y a eu une fac qui s'est créée, il y a eu des entreprises qui sont installées. Et même la truanderie, à l'époque, avant Médecin, était simple. Il y avait des filles, il y avait des bancros, il y avait des petits truands, moi, je me rappelle quand j'ai fait 2 mois de prison à Nice, quand on était mis dans les pour politique, on était mis avec les grands délinquants, pas les petits. C'était vraiment du petit fretin, du demi-sel. Certains avaient tué, mais enfin, bon. Et sous l'influence de Jacques Médecin, la ville s'est développée, et là, il y a la mafia qui est arrivée, la vraie. Et le paysage s'est transformé, c'est-à-dire que tous les bars à Marlou qui avaient rue de France, tous les endroits un peu comme ça interlopes ont disparu. Et la mafia s'est installée, on ne voyait plus rien. On savait simplement qu'on était là, on savait qu'elle pesait non pas sur les habitants, mais sur les finances et tout de la ville. Mais tout le côté folklorique des truands niçois avait disparu. C'est drôle, hein. Et la ville, comme ça, est devenue ce qu'elle est devenue. Et Jacques Médecin a fini par se rappeler Jacques Médicis. Il passait son temps en Californie où il avait des fausses cartes de visite. Il a un peu pété les plombs, quoi. Mais, encore une fois, c'était un Niçois. C'était un type qui a adoré sa ville. Et la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir considéré que sa ville était son jardin à lui et d'en avoir fait quelque chose très clientéliste, enfin pas du tout. Mais il y avait l'amour de cette ville qu'il avait. Et ce que vous mettez en scène aussi, c'est comme vous avez 2 générations. Il y a la génération qui a une vingtaine d'années en 68, puis il y a la génération des parents. Et eux, ils sont encore dans la mémoire évidemment très forte de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Et de la résistance, et des FTP, et de tout ça. Et là, il y a quelque chose de très intéressant dans le livre aussi, la comparaison et le choc, en fait, entre ces 2 visions de la résistance. C'est une forme de résistance, mai 68, mais la génération d'avant, elle pense à la résistance de la guerre de 45. Exactement, et en fait, les gens qui nous traitaient qui pensaient qu'on était des petits cons, et ils avaient en tête, moi je me souviens, je viens d'une famille de résistants, où... on nous reprochait de se dresser contre De Gaulle qui avait sauvé la France. Et on lui disait, mais attends, nous, c'est pas notre problème. On est bien sûr qu'on est d'accord, on est pour la résistance, on la respecte, mais bon, les choses, le monde bouge, le monde évolue, on va pas rester simplement. En fait, c'était au début une révolte contre, non pas contre De Gaulle de façon politique. On s'en foutait un petit peu, c'était pas ça, mais contre De Gaulle de point de vue idéologique et culturel. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on pouvait rien faire, c'est vrai que la mixité était interdite dans les universités, c'est vrai que faut pas oublier que le 22 mars quand même, c'est Daniel Cohn-Bendit exigeant que les filles puissent dormir dans les dortoirs de garçons et réciproquement. Le 22 mars qui a tout fait péter, il n'y avait pas un slogan politique, il n'y avait pas, c'était politique, mais c'était surtout on supportait plus le poids que faisait le poids de la répression, le poids pas de la répression, le poids de la censure
Il y avait plusieurs œuvres. Rivette avait été censurée, la religieuse de Diderot avait été censurée. Quotidiennement, on avait des bouquins qui étaient censurés par une censure tatillonne, complètement idiote. Et on avait un peu l'impression que la France n'allait jamais sortir de cette période juste de post-résistance. Alors qu'en côté, regardez ce qui se passait aux États-Unis, lesquels étaient aussi en révolte, mais où c'était beaucoup plus violent, beaucoup plus explosif, beaucoup plus voilà. Et c'est ça qui nous énervait complètement, et c'est pour ça que ça a été aussi explosif et aussi violent. Et que ça continue à faire peur. Quand vous voyez quelqu'un comme Fillon maintenant, Fillon, le seul but de Fillon, c'est d'éradiquer tout ce qui reste de mai 68 en France. Et il n'y arrivera pas. Alors, avec votre livre La conjuration de Göttingen, Jérôme Legras, on est encore avant dans l'histoire, on est 15 ans avant presque. Enfin, on est en juin 1954 à Princeton, université brillantissime. En fait, c'est l'époque de la chasse aux sorcières, c'est l'époque du macartisme, c'est l'époque où John Edgar Hoover était le grand maître au FBI, c'est aussi l'époque de la guerre froide et de la course à l'armement nucléaire. Et c'est donc dans ce cadre-là que vous situez votre roman. Alors juste d'un mot, en fait, ça commence, c'est un homme qui est directeur adjoint de la bibliothèque de Princeton, qui est assassiné. En fait, on lui tire une balle dans le ventre dans un cimetière qu'il traversait pour rentrer chez lui. Et avant de mourir, il a tracé un signe, la lettre grecque epsilon, sur une tombe avec son propre sang. C'est juste le point de départ. Alors, comme c'est un thriller, on ne va pas trop raconter, évidemment, ce serait dommage, mais ça va être en fait la mise en scène de l'enquête de deux policiers. Un qui s'appelle Michael Rumford, qui est atypique, qui est un intello, qui fait des études littéraires et qui n'a pas du tout l'image habituelle du flic dans les romans policiers. Puis un autre qui est plus classique. Et vous allez mettre en scène plusieurs retours en arrière qui va vous permettre de mettre en scène tous les grands noms de la science depuis le début du XXe siècle, puisqu'on a Max Planck, Einstein, Henri Poincaré et Robert Oppenheimer, qui est le père de la bombe atomique. Alors, la première question, avant de parler du fond, parce que vous imaginez des choses avec tous ces scientifiques qui sont absolument passionnantes, et vous réussissez à faire vraiment un thriller avec l'histoire scientifique, en fait, et ça, je trouve ça assez costaud, parce qu'on tourne vraiment les pages, j'aurais parlé d'abord du travail sur la forme, parce que justement, c'est le reste aussi, mais ça, c'est très réussi. L'intrigue est minutieusement composée. C'est un puzzle dont les boulons sont tous très serrés. Il y a de nombreux rebondissements. Enfin, c'est très composé. Donc, j'aimerais bien qu'on parle de ça d'abord. Est-ce que cette forme-là, elle vous est venue au fur et à mesure, vous aviez le fil de votre intrigue, ou bien est-ce que vous avez travaillé d'abord sur la composition, en fait ? Alors, Jean-Daniel Belfond, qui est le patron de l'Archipel, se moque de moi régulièrement parce qu'il dit que je suis le seul à écrire des romans sous Excel. Donc je pense que ça répond un peu à votre question, c'est-à-dire j'ai passé énormément de temps sur la construction presque géométrique du roman, enchaînement par enchaînement, pour à la fois disperser des pistes, des fausses pistes ici et là, puis surtout n'en oublier aucune en chemin pour qu'à la fin, évidemment, on n'ait pas la frustration qu'il en manque un bout. Donc oui, le premier travail, enfin le tout premier travail, ça a été l'inverse de ce que fait Patrick, qui déteste faire de la recherche documentaliste. Moi, j'adore ça. Donc le premier travail, ça a été de passer des heures et des heures là-dessus. Et le second travail, ça a été vraiment de faire une architecture très, très minutieuse du roman. Oui, ça se voit, et c'est vraiment... Alors, Patrick, tu interviendras parce que tu es en fait le co-éditeur du livre. On n'a pas dit que vous étiez polytechnicien à l'origine, vous avez une passion pour la science. Est-ce que notamment ce que vous mettez en scène, les scientifiques que vous mettez en scène et tout ce qui tourne autour justement de l'atome, jusqu'à la bombe atomique, etc., c'est quelque chose qui vous intéressait particulièrement, ou ça vous servait pour pouvoir mettre en scène votre intrigue ? Oui, je suis passionné des sciences et de la physique. J'ai longtemps hésité entre la carrière que j'ai actuellement et devenir physicien, en fait. Donc voilà, j'ai peut-être fait le mauvais choix, mais en tout cas, j'ai jamais abandonné un amour pour la physique. Et en fait, le livre, il est né de recherches personnelles, de découvertes, de musarder comme ça dans des vieux articles. Et un jour, j'ai découvert un fait historique, on va dire, qui reliait deux des épisodes que je trouve les plus fascinants de l'histoire récente, qui sont d'abord
l'extraordinaire nouveauté de la science du début du XXe siècle avec la mécanique quantique et la relativité, qui sont deux théories qui ont complètement bouleversé le monde. Et puis quelque chose qui n'a rien à voir, qui est la montée du nazisme en Allemagne, qui est peut-être l'épisode le plus ahurissant de l'histoire des hommes, enfin, qui est un peuple, le peuple allemand, qui est un peuple raffiné, élégant, sophistiqué, qui a plongé comme ça dans la barbarie. C'est quelque chose que je trouve d'assez ahurissant et incompréhensible. Et j'ai trouvé une espèce de petite pépite historique qui reliait les deux, et qui reliait donc aussi deux de mes passions, on va dire, de mes passions intellectuelles, et qui méritait, je trouve, de raconter une histoire. Donc en fait, il y a des choses qui sont historiquement avérées, et puis après, vous avez laissé travailler votre imagination. Je dirais qu'il y a 3 niveaux de réalité. Il y a les choses qui sont parfaitement avérées historiquement. Il y a le domaine un peu de la spéculation, où on peut débattre à l'infini, comme souvent en histoire, et comme tous ces mystères historiques, du masque de fer à ceux dont je parle dans mon livre, où finalement personne n'aura sans doute jamais la vraie réponse. Et puis il y a effectivement de la fiction complète et totale que j'ai totalement imaginée. Oui. Patrick ? Moi, je voudrais revenir. Moi, ce qui m'a accroché dans le livre, au tout début, avant que j'entame, parce que ça a été on m'a envoyé 2 énormes manuscrits dans 2 tomes, quoi. Et le premier, ce qui m'a tout de suite accroché, c'est pas l'enquête policière, c'était ce personnage du nazi. Nazi halluciné, le pur nazi, quoi, c'est-à-dire... là, je voudrais que tu parles un peu des recherches que tu as fait là-dessus, parce qu'alors, du coup... Moi, au bout d'un moment, on se dit c'est pas possible. Donc je suis allé sur Internet et j'ai découvert que tout ce que tu disais... Que tout était vrai. Il y a en fait dans l'arrivée au pouvoir des nazis un fait qui est, pour une raison qui m'échappe, totalement méconnu, qui est qu'à l'origine, le parti nazi est une société secrète. Mais au sens des sociétés secrètes du XVIIe siècle, les sociétés rosicruciennes, toutes ces sociétés occultes, et une société secrète qui s'appelait la société de Thulé. Donc qui était vraiment un truc de dingue, quoi. Des gens qui pensaient que la Terre était plate, qu'il y avait un soleil noir au fond de l'univers, enfin, vraiment des élucubrations totales. Et cette société secrète a voulu s'étendre, et pour s'étendre, a décidé de créer un parti politique. Et donc a créé un parti qui s'est appelé le Parti des Travailleurs, et qui est devenu après le Parti national socialiste, et qui était le parti qui a utilisé Hitler pour arriver au pouvoir. Mais il y a des personnages comme Himmler, comme Heydrich, qui sont vraiment comme Hesse, qui sont les piliers du parti nazi, qui étaient des vrais occultistes, qui croyaient à la voyance, qui croyaient à la magie noire, enfin des choses qui paraissent complètement incroyables. Oui. Ça, c'est vrai que c'est très, très fascinant dans le livre. D'ailleurs, moi, en permanence, en lisant le livre, j'allais sur Internet pour voir en disant c'est vrai ça ou c'est pas vrai, etc. Ça, c'est un des plaisirs de la lecture du livre. Et puis alors, là, tu parlais du personnage du nazi. Moi, il y a un personnage qui m'a énormément plu aussi. C'est le personnage de ce flic intello, littéraire, et qui travaille pas du tout avec les méthodes classiques, puis qui est tout de suite dans l'empathie avec tout le monde, etc. Pratiquement, il tombe amoureux de toutes les femmes qu'il rencontre, qu'il doit interroger. Ça, c'est une belle idée de personnage décalé. Je sais pas comment vous avez vu cette idée, mais... La vérité, c'est que je me suis inspiré d'un ami qui est comme ça, qui est très attachant, qui est toujours un peu dans la lune, mais en même temps avec des intuitions fulgurantes et une capacité à comprendre les gens, à les cerner finalement très rapidement à partir de pas grand-chose. Et effectivement, plutôt un intellectuel. Donc oui, c'est clair. Tous les personnages qui ne sont pas des personnages historiques, je dois confesser que je me suis pas mal inspiré de mes proches et de mes amis. J'imagine que ça arrive souvent pour un premier roman. On a l'impression que c'est un étudiant qui fait le métier de flic pour payer ses études. Oui. C'est un peu ça, et d'ailleurs c'est encore une fois ancré dans la réalité historique, parce que c'est quelque chose qui s'est réellement passé aux États-Unis au début des années 50. Les Américains se sont rendus compte que le niveau éducatif dans la police était très bas. C'était des gens qui avaient à peine l'équivalent de notre bac. Et ils ont décidé quand même, notamment avec la progression de toutes les technologies, l'analyse du sang, l'analyse de la balistique, etc., qui ont vraiment commencé dans les années 50, ils se sont rendus compte qu'ils avaient peut-être besoin de diplômés d'université. Et donc il y a eu un programme officiel du gouvernement américain pour recruter des diplômés d'université dans la police. Et donc je me suis un peu aussi inspiré de cette idée, de dire, je me suis imaginé ce que ça devait être la vie d'un universitaire débarquant dans une petite police d'un petit État des États-Unis, au milieu de gens qui finalement devaient avoir un bagage culturel et
et social très très différent d'eux. Ça devait être un choc assez amusant à décrire. Oui, c'est ça. Alors tout à l'heure, en présentant les deux livres, je disais que le livre de Patrick Rénal était sous-titré Roman noir, et vous, votre livre, Jérôme, est sous-titré Thriller. Ça m'intéresse, j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez choisi d'entrer dans le genre du thriller, et notamment cette composition très, très précise, haletante, etc. Parce que c'est vrai que c'est une tendance aujourd'hui où on voit sur l'ensemble du roman policier de plus en plus de thrillers et peut-être de moins en moins de romans noirs, comme on a pu en voir beaucoup dans les années 70, 80, 90. Je dois répondre la vérité ou je peux... Bien sûr, ici, on ne dit que la vérité. La vérité, c'est que je me suis d'abord dit que j'allais essayer le style de l'éducation sentimentale à la Flaubert, puis je me suis rendu compte que j'avais sans doute pas le talent. Et donc la vérité, c'est que je pense que c'est quand même plus facile d'écrire un thriller. Je suis désolé de vous décevoir, mais je pense que la vraie raison, c'est celle-là. Après, je sais aussi, il se trouve aussi que, encore une fois, le petit épisode historique que j'ai déterré et qui vraiment permettait de construire toute l'histoire, se prêtait vraiment à une espèce de cabale monumentale sur plusieurs décennies et qui méritait, je trouve, une espèce de dénouement, une apothéose à la fin où toute la vérité apparaîtrait. Donc, comme le point de départ est vraiment un secret enfoui depuis des décennies, ça se prête plus naturellement, j'ai envie de dire, à un thriller qu'à un roman sentimental. Oui, mais Patrick, tu vas donner ton avis là-dessus. Moi, je suis pas du tout sûr que c'est si facile que ça d'écrire des bons thrillers. C'est-à-dire que pour en lire beaucoup, en recevoir beaucoup à Télérama, il y en a quand même, il faut bien dire, une majorité qui sont ratés. Très mauvais. Non, je sais pas. Alors, je suis évidemment d'accord avec Flaubert, qui pour moi est un des plus grands écrivains du monde. Mais c'est difficile d'écrire comme Flaubert, quoi que ce soit. Monsieur, si Flaubert avait voulu écrire un thriller, il y serait parfaitement parvenu, mais personne... Il y a d'ailleurs des romans sentimentaux voilà, qui sortent qui valent pas Flaubert, quand même. En fait, Flaubert a écrit... Madame Bovary est un magnifique roman noir, absolument noir, sans beaucoup d'espoir. Bon, moi, je pense que c'est difficile, et j'ai l'impression, pour répondre à votre question, Michel, j'ai l'impression que le roman noir a été le reflet d'une période romanesque antérieure qui était plutôt contemplative, qui était la période qui venait après Chandler, qui venait après où le héros, le détective, analysait son comportement, analysait le monde avec beaucoup de pessimisme, mais qui était un monde relativement simple. J'ai l'impression qu'avec la complexité et la violence accrue du monde, et surtout la difficulté de suivre et de savoir ce qu'on pense exactement, parce que tout est tout le temps bousculé, c'est-à-dire que le thriller tel qu'il est pratiqué, ou tel qu'il est pratiqué par exemple dans un autre roman que je n'aime pas, qui est le Da Vinci Code, moi je l'ai vendu, j'ai dit à l'éditeur, c'est le Da Vinci Code parce que dans le thriller il y a une urgence qu'il n'y a pas dans le roman noir. Le roman noir, c'est un roman assez paresseux, c'est un roman assez contemplatif, c'est un roman qui prend le temps de se balader, qui prend le temps de découvrir non pas un coupable mais la vérité. Le thriller n'a pas le temps. Il est obligé de résoudre quelque chose qui est du domaine de l'urgence et du fonctionnement intime du monde, et je pense qu'on est dans une période. Je te remercie parce que c'est quelque chose que je n'avais pas encore bien analysé, mais voilà qui va me servir pour les prochaines conférences. C'est vrai qu'il y a une accélération dans le mouvement de ce qu'est devenu le polar depuis les années 60-70, et c'est parfaitement représentatif pour le thriller. Que ce soit Jérôme, que ce soit DOA, que ce soit d'autres formes de narration qui sont plus... Dantec avait un peu lancé ça aussi. Maurice Dantec, oui. Et voilà. Et c'est très intéressant. Je crois qu'on est dans l'ère, effectivement, de pré-apocalyptique. Le thriller est pré-apocalyptique.
on s'attend, le sien en particulier, Oui, on c'est s'attend sûr. toujours à que tout pète dans le thriller. Non, mais c'est vrai ce que Si dit Patrick, c'est pour ça que moi j'ai mis en scène l'exécution des époux Rosenberg, vous savez, qui étaient ces espions atomiques dont l'histoire à l'époque a fait le tour du monde. Hein. Le pape a écrit au D'ailleurs, président quand des le États-Unis. livre commence, ils vont être exécutés 2 Voilà. jours après. Et ce que je trouvais bien dans cette mise en scène, à part évidemment les relations avec l'histoire elle-même, c'est qu'elle crée une espèce de point de fuite qui est l'heure et précise de l'exécution, qui crée une espèce d'échéance qui concourt à ce que dit Patrick, c'est-à-dire le thriller, il y a le point de fuite qui est l'échéance qui doit arriver très rapidement. C'est ça. Donc voilà, deux bons romans très différents, très intéressants et reliés l'un à l'autre puisque Patrick est l'éditeur du livre de Jérôme. Donc Patrick Rénal, Une ville en mai, qui est paru aux éditions de l'Archipel, et Jérôme Legras, La conjuration de Göttingen, un thriller qui est paru également aux éditions de l'Archipel. Merci messieurs. Merci. Et merci à vous.